Bonjour à tous, bienvenue dans cette nouvelle vidéo où aujourd'hui le sujet du jour c'est les 20 piliers du financement non dilutif. J'ai fait beaucoup de vidéos sur le sujet du dilutif, donc tout ce qui va être levée de fonds avec justement une vente d'actions, une vente de parts dans sa société. Et aujourd'hui je me suis dit, tiens, pourquoi pas aussi parler du financement non dilutif. C'est souvent quelque chose qui est sous-coté, qui vient en parallèle et qui vient on va dire en corrélation avec du dilutif. En général, on lève des fonds auprès de business angels, de fonds d'investissement. Et en plus de ce financement-là, on va aller chercher un petit peu des aides, des subventions et du financement non dilutif. Et là, j'ai vraiment fait, donc ici, 3 slides avec justement les 20 piliers, les 20 façons, enfin pour moi, les 20 façons pour aller chercher du financement non dilutif. Donc tout de suite, je vais commencer par le premier point, juste ici, qui s'appelle les subventions gouvernementales. Donc à chaque fois, j'ai fait une petite définition en bas et on va justement pouvoir approfondir ensemble sur le petit point. Donc, c'est des fonds accordés par les gouvernements pour soutenir les projets innovants sans prise de participation dans l'entreprise. Donc là, tout simplement, alors quand il parle d'innovation, je vais vous prendre l'exemple de l'écologie parce que c'est quelque chose qui va vous parler. C'est tout simplement si vous avez aujourd'hui une startup qui développe des projets innovants dans l'écologie, c'est-à-dire pour le développement durable, etc. Là, il y a des subventions à aller chercher auprès de mairies, auprès du gouvernement qui vient justement aider les jeunes entreprises qui veulent développer un projet dans l'écologie qui vise à améliorer tout ce qui va être émissions de CO2, gaz à effet de serre, tout ça. Reforestation, je parle de ça parce que j'ai eu une startup la semaine dernière sur la reforestation. Et justement, il y avait des grosses subventions à aller chercher. Deuxième point, c'est le concours de pitch. Donc ça, donc je vais vous lire la petite définition. Donc c'est une compétition où les startups présentent leur projet à des jurys avec des prix en argent ou en nature à la clé. En général, ça va souvent être des prix d'argent. On va souvent donner une enveloppe, alors qui n'est pas énorme, hein, ça peut s'élever de 2 000, 3 000, en général jusqu'à 10 000 euros. Alors il y a d'autres gros concours, mais souvent inaccessibles, où il y a des grosses enveloppes à aller chercher. Mais déjà, c'est toujours sympa d'aller chercher de l'argent qu'on nous donne gratuitement, mais c'est également l'opportunité de s'entraîner à pitcher pour les startups. C'est également l'opportunité d'avoir une notoriété. Donc, on peut très bien nous appuyer derrière en disant aux investisseurs qu'on a gagné un concours, donc on s'est entraîné à pitcher et en plus de ça, on a gagné, donc on a récolté de l'argent et en plus de ça, on peut dire, voilà, on a gagné ce concours-là, en face de nous, il y avait telle et telle startup, on l'a remporté, donc ça fait, ça nous crée de la notoriété auprès des investisseurs futurs. Le crédit d'impôt pour la recherche et le développement R&D, donc c'est une réduction fiscale accordée aux entreprises qui investissent dans des activités de R&D. Alors là, il y a souvent, oui, effectivement, une réduction fiscale quand des entreprises investissent dans de la R&D. Donc, on va avoir du crédit d'impôt quand on a un pôle recherche-développement. Mais il y a également des prêts particuliers. Donc là, on parle vraiment de crédit d'impôt, mais on a du crédit classique pour de la recherche et développement avec des taux intéressants. Mais j'en parle juste après, justement. Mais voilà, là, c'est vraiment uniquement sur de l'imposition. Donc, on va avoir justement une réduction fiscale sur son imposition si on met en place un pôle recherche-développement. On peut avoir également des aides pour des embauches sur de la recherche-développement. Donc ça, c'est très important pour les boîtes qui ont justement un gros pôle R&D, qui développent dans des laboratoires, qui développent, ça peut être aussi de la recherche-développement en code, donc des vrais développeurs. Donc ça, c'est très intéressant également. Des prêts à taux préférentiels, donc c'est des prêts accordés par des institutions financières ou des gouvernements avec des conditions avantageuses par rapport au marché. Donc là, on est vraiment sur de la dette bancaire. Alors, ce n'est pas que la banque qui prête, ça peut être des institutions autres ou, comme on le dit là, des gouvernements. C'est quelque chose qui quand même est plus rare que des gouvernements fassent des prêts à taux préférentiels. Mais ça, c'est quelque chose de très intéressant. Donc là, on est vraiment sur de la banque qui va venir en corrélation avec d'autres qui sont sur les slides. Donc c'est pour ça que dans cette présentation, vous allez voir que vous pouvez mixer plein de choses. On peut très bien partir sur du crédit d'impôt recherche et également un prêt à taux préférentiel. Les deux vont de pair. Donc là, c'est vraiment détaillé, mais vous allez voir qu'il y en a qui se ressemblent.
Des partenariats stratégiques. Alors ça, c'est intéressant, c'est un accord avec d'autres entreprises pour collaborer sur des projets spécifiques, souvent avec un soutien financier. Donc là, tout simplement, ça peut être une personne qui a un intérêt que vous développiez, votre projet. Il a un intérêt personnel dans le fait que vous réussissiez à vous développer. Donc là, il va dire, écoute, on va faire un contrat de partenariat et moi, en face, je vais t'envoyer 100 000 euros, 200 000 euros. Je ne vais pas prendre de barre chez toi. En fait, j'ai un intérêt stratégique si tu développes ce produit-là. Donc, en fait, tout simplement, il va vous dire, moi, je finance ce projet, ou alors en partie, où je t'emmène des investisseurs, où je t'emmène plein d'autres choses, parce que j'ai un intérêt dans ce projet-là. Donc là, c'est très intéressant, c'est souvent très sous-coté ça, mais c'est quelque chose qui peut être en corrélation. Je vous donne un exemple très concret. On veut développer, je ne sais pas, tout simplement des nouveaux panneaux solaires. L'installateur de panneaux solaires peut dire, écoute, moi je viens financer ce développement de nouveaux panneaux solaires parce qu'en fait, je veux l'exclusivité pour la pose de ces panneaux-là. Voilà. Typiquement, ça peut être une personne qui vient financer justement parce que lui, c'est son intérêt, c'est de développer ces panneaux solaires-là, lui peut les poser. Après, on a du crowdfunding basé sur les récompenses. Donc là, c'est, vous connaissez, alors je vais lire, collecte de fonds auprès du grand public en échange de produits ou services futurs via des plateformes comme Kickstarter ou Indiegogo. Alors là, vous connaissez sûrement Tudigo, qui est une grosse plateforme de crowdfunding, mais là, par contre, c'est de la prise de participation, donc ça va être de l'equity. Là, c'est la même chose, sauf qu'en fait, par exemple, je ne sais pas, vous développez une marque de cosmétiques bio, vous levez de l'argent, là vous allez lever de l'argent en crowdfunding et en fait vous allez fournir à ces personnes qui ont financé un code promo de 30% sur la prochaine commande ou sur la prochaine année, ils vont avoir des produits exclusifs, ils vont pouvoir tester des produits exclusifs ou alors avoir des box tous les mois offerts. Voilà, ça peut être justement c'est des récompenses en échange d'investissement et en plus de ça, c'est votre communauté donc qui croit en votre projet. Subventions de fondations privées, aides financières offertes par des fondations pour soutenir des projets ayant un impact social environnemental. Là, tout simplement des associations ou des fondations qui aident par exemple les personnes en situation de handicap et vous développez une start-up justement à destination des personnes en situation de handicap. Là, vous pouvez faire un partenariat financier, donc ils viennent vous subventionner par rapport à ce projet-là. Donc ça reste également quelque chose d'intéressant. Le prochain, le plus classique que vous connaissez, incubateur et accélérateur, programme offrant des ressources, des conseils et parfois des fonds en échange d'un petit frais de participation sans prise de participation. Là, ça va être des incubateurs de style Station F, La Ruche, etc. etc. Là, c'est des incubateurs qui vont vous dire, voilà, on vous incube chez nous, vous avez des bureaux, vous avez accès à nos investisseurs et par contre, il y a des frais de participation. Parce qu'ils ne prennent pas justement d'equity chez vous et derrière ils peuvent mettre également de l'argent dans les meilleurs projets. Je crois qu'ils sélectionnent certains projets pour justement investir de l'argent. Eux, ça leur apporte une notoriété. Ça peut être des jeunes incubateurs qui font ça pour avoir justement du feedback, du storytelling. Donc voilà, ça peut être également intéressant. En général, les incubateurs viennent quand même faire de la prise de participation dans les projets. Donc voilà, je l'ai mis quand même, mais c'est à prendre avec des pincettes. Prochaine slide, les prêts d'honneur. Ça en général, on connaît, prêts à taux zéro ou très bas, souvent accordés par des associations ou des réseaux d'entrepreneurs pour soutenir des jeunes entreprises. Prêt d'honneur, tout le monde connaît BPI qui fait du prêt d'honneur, mais ça peut être également des banques. Et les banques vont juste demander un garant et en général, la BPI se porte garant. La BPI font eux-mêmes des prêts d'honneur, mais en général et de plus en plus maintenant, la BPI vient juste en garantie du prêt d'honneur qui a été fait dans une banque classique. Le prêt participatif, c'est un prêt dont le remboursement est partiellement lié à la performance de l'entreprise sans diluer le capital. Alors ça, c'est en complément du financement ici en royalties, je vais appeler RBF, justement celui-là, je vais le sauter et je veux plus parler du RBF parce que c'est un terme qui est plus connu, c'est exactement la même chose, mais le RBF est plus connu et plus utilisé dans le monde startup. Bref, pour revenir au prêt participatif ici, donc c'est justement un prêt. Alors souvent c'est pas fait avec les banques, c'est justement auprès de communautés qui vont vous prêter et qui vont être
remboursé en fonction de la performance de l'entreprise. Donc toujours, encore une fois, sans diluer le capital parce que c'est tout l'objet de cette vidéo. Financement participatif en royalties. Alors, c'est le bloc qui finance une entreprise en échange d'un pourcentage sur les futurs revenus. Donc là, justement, comme je vous ai dit, je vais parler du RBF juste après. Le factoring, l'affacturage, souvent utilisé dans des boîtes assez corporate, mais qui peut être utilisé pour aller chercher du financement, encore une fois. C'est la vente des créances commerciales à une entreprise de factoring pour obtenir des liquidités immédiates. Si vous avez un produit ou un service que vous vendez sur l'année et du coup, vous voulez avoir les revenus de l'année d'un coup, le premier mois, et ben là, on peut faire appel à une société d'affacturage qui, elle, va avancer les frais et elle-même va se faire payer tous les mois l'abonnement derrière. Donc ça, c'est également quelque chose qui est souvent, comme je vous ai dit, mis en place dans le milieu web entrepreneur, le milieu de la formation, mais souvent quelque chose de sous-coté dans les milieux SaaS ou les milieux startup. Business Angel sans prise de participation. Alors là, encore une fois, à prendre avec des pincettes, parce qu'en général, dans 95% des cas, le Business Angel va vouloir une participation dans la société. Donc, certains Business Angels peuvent offrir des prêts ou des dons, souvent pour soutenir des entrepreneurs qui veulent aider sans vouloir d'équité. Bon, voilà, comme je vous ai dit, à prendre avec des pincettes. En général, le Business Angel va vouloir quand même un retour sur investissement. Donc, les dons et un prêt, ça me paraît un petit peu bizarre. Mais bon, c'est déjà vu, je le mets ici. Voilà, c'est toujours bien de tenter. Des fois, on peut avoir un ami qui est Business Angel, qui veut nous soutenir et qui peut mettre 10 000 euros. Écoutez, c'est toujours ça à avoir dans sa poche. Corporate Venture, financement par des grandes entreprises cherchant à soutenir des innovations alignées avec leur intérêt stratégique sans prise de participation directe. Ça rejoint typiquement l'autre qui était sur la slide d'avant. C'est des grandes entreprises qui cherchent effectivement à soutenir ou à avoir justement, comme l'histoire des panneaux solaires, c'est exactement la même chose. Mais là, on va être vraiment sur du corporate venture. Donc, on a les venture capital. Donc là, c'est des fonds d'investissement qui vont investir en private equity. Et on a les CVC, donc les corporate venture capital. Et là, ça va être justement beaucoup plus axé là-dessus. Ça peut être des branches de fonds d'investissement. Financement par produits dérivés, lever des fonds en utilisant des actifs ou des futurs produits de l'entreprise comme garantie. Là, ça parle d'elle-même, c'est justement vendre d'autres produits pour avoir du financement. Là, on aura beaucoup plus de marge pour développer le produit initial. Le crédit fournisseur, ça, je me tue sur ce pilier-là dans toutes les startups que j'accompagne. C'est un accord avec des fournisseurs pour retarder le paiement de biens ou services, ce qui permet de conserver de la trésorerie de l'entreprise. C'est la base. Le crédit fournisseur, c'est la base. On réduit le temps de paiement client, donc on se fait payer à net zéro si possible et on espace le délai de paiement fournisseur, donc du crédit fournisseur. Ça, c'est quelque chose à négocier d'office, c'est très important. Donc vraiment, là-dessus, je mets un point d'honneur parce que ça vous permet de garder énormément de trésorerie, ce qui peut éviter une levée de fonds future. Donc, c'est vraiment un point crucial. Je l'entoure encore. C'est vraiment un point très important. Et ma dernière slide, donc RBF, comme je vous ai dit, Revenu Based Financing. C'est le mode de financement où les investisseurs fournissent des fonds en échange d'un pourcentage sur des revenus futurs de l'entreprise jusqu'à ce qu'un montant prédéterminé soit remboursé. Je m'explique. Par exemple, je vais chercher 30 000 euros. Je vais dire, écoute, je te prête 30 000 euros et dès que j'ai atteint tant de chiffre d'affaires, je vais te rendre 50 000 euros. Donc, je vais gagner 20 000 euros. Donc, c'est un prêt avec, c'est pas un intérêt, mais c'est avec une somme qu'on va pouvoir gagner après. Et c'est ce qu'on appelle le RBF, donc souvent sous-estimé, mais un très très bon moyen. Et moi, si vous voulez, je fais un mix de tout ça pour aller faire du dilutif, du non-dilutif. Et dans le non-dilutif, je prends plein de choses comme ça, selon ma niche, selon mon industrie. Et je vais pouvoir lever le maximum d'argent et avoir la plus grosse demande de financement possible avec tous ces outils-là que j'ai. Le leasing, ça que tout le monde connaît, encore une fois, location de biens d'équipement avec option d'achat à la fin du contrat, ce qui permet de financer des actifs nécessaires sans un grand investissement initial. Encore une fois, demain, si vous avez un restaurant et que vous avez un four, ce four-là, vous le prenez en leasing, ça vous évite de perdre en trésorerie
et de demander un gros financement pour financer un équipement. Je prends un exemple ultra bateau, mais dans l'idée, vous m'avez compris. Licence de technologie ou de propriété intellectuelle. Génération de revenus en accordant des licences pour utiliser des technologies ou des brevets détenus par l'entreprise. Donc là, ça peut être dans les deux sens. On peut louer notre brevet en attendant d'avoir développé le produit en lui-même. On peut le louer. Alors ça, il faut quand même faire attention. Ou alors également, on peut louer un brevet pour développer notre produit. C'est dans les deux sens. Voilà, c'est quelque chose que je fais en général pas parce que la propriété intellectuelle, ça fait quand même partie d'un gros actif dans une startup. Donc si on commence à louer ou à sous-louer, ça peut être assez problématique. Le crowdlending, donc c'est un prêt participatif où une multitude de prêteurs individuels fournissent des fonds via des plateformes en ligne avec des conditions de remboursement souvent fixes à l'avance. Là, c'est tout simplement une plateforme qui va faire office de banque, qui va récolter de l'argent auprès d'une communauté. Et cette plateforme-là va vous accorder une sorte de prêt avec des conditions de remboursement souvent fixes à l'avance. Ça peut être un taux d'intérêt ou un taux de rendement ou encore une fois un prix en plus qui va être divisé par le nombre d'investisseurs. Donc, pour conclure les amis, là je vous ai donné énormément d'outils, il y a 20 outils, il y a 20 piliers pour le non dilutif. Et comme je vous ai dit juste avant, ce qu'il faut faire, c'est vraiment prendre tous ces outils, de dire ok, j'ai une startup, j'ai besoin de 200 000 euros. Comment je fais? Je vais aller lever 100 000 euros en dilutif, je vais aller compléter ces 100 000 euros avec peut-être du leasing, peut-être du RBF et peut-être un prêt d'honneur qui va être garanti par la BPI. Et là, je vais pouvoir, avec tout ça, rassembler énormément de financement pour arriver à lever en totalité 200 000, mais pas 200 000 en dilutif. J'aurai que 100 000 en dilutif et 100 000 en non dilutif, ce qui va me donner la somme totale de 200 000. C'est là où c'est intéressant parce que du coup, sur notre prochain tour de table, sur notre prochaine levée, on va pouvoir aller diluer beaucoup plus parce qu'en fait, on a moins dilué sur le premier tour, parce qu'on a complété avec du non dilutif, parce qu'on a vu la vidéo, on a vu qu'il y avait énormément d'outils. Et du coup, sur le prochain tour, on va pouvoir accorder beaucoup plus de dilutif et on aura une valorisation beaucoup plus haute. Donc, c'est ça qui est très intéressant avec justement ces outils de non dilutif. Voilà les amis, j'espère que la vidéo vous a plu. Comme d'habitude, n'hésitez pas à vous abonner, activer la cloche, laisser un commentaire si la vidéo vous a plu. Si vous voulez que je revienne en spécificité sur un pilier, s'il y a un pilier que vous voulez que j'approfondisse comme le RBF par exemple, je pourrais faire une vidéo complète sur le RBF, comment on le met en place, quelle stratégie opter, etc., etc. Voilà les amis, je vous souhaite une très bonne journée, une très bonne soirée selon à l'heure à laquelle vous regardez cette vidéo et je vous dis à très bientôt.